casquette de président de l'association Jean-Jacques Rousseau International pour vous remercier d'avoir répondu à notre appel. Alors, vous nous direz, qu'est-ce que Jean-Jacques Rousseau a à voir clairement avec les métiers d'art? Eh bien, à vrai dire, nous avons trouvé des points quand même communs. D'abord, c'est un fils d'horloger. Genevois, ça s'apparente quand même à un métier d'art, l'horloger suisse, il faut bien le dire. Ensuite, dans une de ses œuvres principales, qui est l'Émile, il préconise, comme élément central de l'éducation d'un jeune homme, de se consacrer à un métier manuel. Alors, il ne parle pas d'art, hein, il parle d'artisanat plutôt que d'art, mais au XVIIIe siècle, l'artisanat et l'industrie, c'est tout un peu la même chose, y compris dans l'horlogerie d'ailleurs. Ensuite, on peut dire que Rousseau lui-même, dans sa pratique quotidienne, faisait des herbiers. Donc c'est un travail très minutieux qui est parvenu jusqu'à nos jours, donc ça fait quand même pas mal de temps. Donc il était capable de piquer avec des choses très fines sur des papiers, des fleurs qui séchaient et qui nous sont parvenues dans leur état d'origine. C'est quand même formidable. Donc on voit bien que Rousseau voyait bien toute l'humanité qu'il y a dans le geste de la transformation de la matière, par l'artisan ou par l'artiste d'ailleurs. Donc, on ne va pas aller plus loin dans la recherche de causalité, mais enfin déjà celle-là, ça nous suffira pour aujourd'hui. Je laisse donc la parole à Robert pour la fin. Je rappelle que notre association organise régulièrement des causeries de ce type. Celle-ci est un site qui est en effet financé en grande partie par la Fondation Clarence. Bon, mais en tout cas, vous êtes là, c'est parfait. À toi, Robert. Bien. Merci donc d'être là pour cette interrogation. En effet, c'est un prolongement au niveau de l'artisanat d'art et de l'art, mais ça on en reparlera, de pouvoir effectivement évoquer cette question de la main, cette question du travail individuel, cette question de la sensibilité, etc., toute notion que nous allons très probablement reprendre tout à l'heure, notion qui devrait faire souligner la question de l'humanisme contemporain, de l'humanisme aujourd'hui. Et l'artisanat d'art paraît être, en tout cas, une de ces manifestations tout à fait importantes. Alors, avant d'aller plus loin dans le travail et le parcours qui a été le vôtre, et qui est emblématique, qui doit être emblématique du métier d'art aujourd'hui, je vais présenter quelques éléments qui vont cadrer du point de vue sociologique, du point de vue des chiffres, ces métiers. Alors, je vais commencer de façon un peu austère, en citant la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Ça nous sommes de quoi nous parlons. Relèvent des métiers d'art les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail, de la matière et nécessitant un apport artistique. Là, on voit que la loi n'a voulu rien oublier, en ne s'en représentant rien du tout, mais en tout cas, nous avons essayé d'aller plus dans le fond du sujet et de la sensibilité de ce travail. Alors, le domaine des métiers d'art compte près de 60 000 entreprises, constituées à 80% de professionnels indépendants et de très petites entreprises. 22% de ces entreprises sont actuellement engagées dans des processus de recrutement. 120 000 emplois, 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018. On voit que c'est quelque chose qui prend bien sa place dans la vie économique et sociale française. Alors j'ai tiré ces chiffres et ces présentations de différents sites
notamment France Travail. Alors, ça représente, là, les chiffres varient, mais 198 métiers, 83 spécialités, répartis en 16 domaines. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous citer ces domaines. Architecture et jardin, ameublement et décoration, luminaire, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et horlogerie, métal, céramique, verre et cristal, tabletterie, mode et accessoires, textile, cuir, spectacle, papier, graphisme et impression, jeux, jouets, ouvrages mécaniques, facture instrumentale, restauration. Il n'y a que ce mot restauration qui me laisse sur ma faim. Je ne sais pas de quelle restauration il s'agit. Restauration d'œuvres d'art. D'œuvres d'art, oui. Enfin, pas que d'œuvres d'art, parce que même dans la facture instrumentale, en fait, la restauration, vous pouvez être dans la création de factures instrumentales et dans la restauration. Et du coup, ce sont pour eux 2 domaines différents. Très bien. Merci. Alors, les métiers d'art apparaissent un domaine privilégié pour les reconversions, qui est un phénomène social, notamment dans l'importance de cette recherche spécifique qu'elle trahisse, qu'elle traduise. Là encore, quelques chiffres. 42% des dirigeants viennent d'une reconversion professionnelle, 55% sont des femmes, 37% ont moins de 35 ans. Selon le 4e baromètre de la formation et de l'emploi, 21% des actifs préparaient une reconversion en janvier 2023, émergence d'un artisanat renouvelé en phase avec les préoccupations d'actuelles dans lesquelles justement nous allons aller. Alors ces 21%, j'ai vu qu'elles pouvaient être nuancées en fonction du caractère définitif ou non de ces reconversions. Alors on traitera de plusieurs questions, notamment le passage de ce qui est le hobby, le violon dingue, au métier lui-même, la question sociale, la reconversion procède-t-elle d'un privilège? Quelle opposition à un mode d'existence précédent, ce qui est évidemment parfaitement important en matière de reconversion? La quête de sens au travail a-t-elle pris le pas sur les désirs de stabilité professionnelle? Et comment ces reconversions perturbent-elles l'ordre social attendu, révolutionnaire? Voilà. Donc, voilà quelques phrases et quelques notions qui vont permettre donc d'approfondir maintenant. Donc, qui souhaite prendre la parole, parce que je n'ai aucune autorité pour choisir l'une d'entre vous. Sandra? Je vais commencer, comme ça oui. Je vais compléter ma présentation et puis après je donnerai la parole à ces dames. Donc effectivement, la présentation que vous avez faite de mon activité s'apparente plus à l'aspect de mon statut. En réalité, j'ai créé une agence il y a 6 ans maintenant qui s'appelle MDMA et qui a pour vocation de promouvoir les savoir-faire et les métiers d'art, plutôt dans les métiers des arts décoratifs et de l'architecture, donc plutôt le patrimoine bâti. Les actions de l'agence s'opèrent de 2 manières, soit du conseil auprès d'ateliers, d'artisans, d'artisanes, d'artistes parfois ou de designers même, et de les accompagner dans le développement de leur activité. Il y a aussi toute une partie de mise en relation avec des prescripteurs et des clients potentiels, et puis il y a toute une partie d'ingénierie de projets culturels pour faire connaître ces savoir-faire à un plus large public et pourquoi pas susciter des vocations, peut-être avant la reconversion. On aura l'occasion d'en reparler. Et du coup, je vais vous passer la parole, mesdames. Je ne sais pas qui voudra commencer sur justement votre parcours peut-être avant la reconversion, celle qui vous a, ou la réorientation, mais en tout cas sur comment votre vie d'avant. Tu veux commencer ? Peu m'importe. Allez, j'y vais. Donc, je m'appelle Marie Griot. J'ai été reconvertie assez tôt finalement parce que moi j'étais encore dans le parcours des études lorsque la reconversion a eu lieu. Donc, j'ai pas eu une reconversion au sens où on l'entend aujourd'hui après une première vie professionnelle, mais plutôt après une première vie estudiantine. Et dans ma première vie, du coup, je me consacrais à des études très académiques, littéraires, orientées sur les langues étrangères. Et puis en fait, pendant ce parcours-là, j'ai compris que
Même si ces études me plaisaient, les débouchés professionnels m'allaient moins. Et c'est là que j'ai décidé finalement d'orienter la suite de mes études vers les métiers d'art et en particulier le vitrail auquel j'ai consacré 4 ans d'études et ensuite 4 ans en apprentissage chez divers ateliers de Paris et de France avant d'ouvrir mon propre atelier qui aujourd'hui se situe à Paris et se spécialise dans la création de vitraux contemporains. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Moi, je m'appelle Claire Connefroy. Je suis céramiste aujourd'hui, mais avant ça, j'ai donc eu un parcours artistique qui m'a menée à travailler dans la mode pendant 20 ans. C'est la Fashion Week en ce moment, donc ça m'a fait beaucoup rire de recroiser un peu des ambiances précédentes. J'ai eu un peu comme toi aussi un parcours littéraire pendant mes études. J'ai continué parce que ça me plaisait et puis j'ai décidé de changer de vie il y a 4 ans maintenant, oui c'est ça, 4 ou 5 ans. J'ai tout arrêté, je suis partie me former à la céramique à Saint-Amand-en-Puisaye, en Bourgogne, pendant 1 an et suite à ça, j'ai monté un atelier de céramique à Arles, dans le sud de la France, où je suis encore aujourd'hui et voilà. Donc moi pour le coup, à l'inverse de toi, c'est une reconversion un peu plus tardive, après 20 ans passés dans un autre milieu professionnel. Et c'est une sacrée marche, mais c'est une marche très intéressante. Je vais rebondir sur un des thèmes abordés par Robert dans son introduction. On s'est un petit peu posé la question de comment on bascule en fait de ce moment où peut-être on se pose des questions, où on fait des recherches, où on commence à s'intéresser à un domaine et le moment où on décide d'en faire son activité professionnelle. C'est-à-dire qu'au lieu de rester sur une activité de loisir, on en fait une vraie activité commerciale et rémunératrice. Qu'est-ce qui fait qu'on passe le pas ? Tu veux... Je veux bien essayer de commencer à répondre. En ce qui me concerne, je pense que ça a été la notion d'adéquation qui a été au cœur du sujet. J'avais la certitude que les métiers qui s'offraient à moi dans mes études précédentes ne seraient pas en adéquation avec la personne que j'étais et que je voulais devenir. Et donc en fait, la décision de finalement s'orienter sur autre chose, ça a été une recherche de compléter sa nature quelque part. Et c'est une vraie chance d'avoir pu se poser ces questions-là et y répondre assez tôt. Et voilà, pour moi, le cœur du sujet, ça a été la recherche d'une adéquation entre le métier et la personne que j'étais. Moi, ça a été, je pense, dans le fond, à peu près la même chose que toi, si ce n'est que j'ai, par construction sociale, par construction culturelle aussi, entamé une voie beaucoup plus classique, à savoir une voie salariée, quelque chose qui correspondait plus aussi, je pense, à ce que mes parents attendaient de moi, des choses comme ça, voilà. Et puis une vie qui me plaisait aussi dans la mode, qui était un milieu très créatif. Mais voilà, j'ai rencontré la Terre comme beaucoup dans un atelier du soir. Et j'ai su dès le début qu'en fait, cette matière-là m'intéressait, me donnait de la joie, vraiment très profondément, ce qui m'a permis de me rendre compte aussi que je n'en éprouvais plus depuis très longtemps dans ce que je faisais. Il a fallu à peu près 3 ans entre le moment où j'ai fait ce premier bol que j'ai encore à la maison et qui est le déclic pour un changement complet. Ça n'avait aucun sens à l'époque de me dire, alors que j'étais dans un travail très établi, où je gagnais très bien ma vie, où je voyageais beaucoup. Enfin voilà, j'avais sur le papier, tout était parfait. Mais j'ai su instantanément que c'est ça que je voulais faire. Ça me ramenait à quelque chose de très instinctif, presque régressif. Le travail de la terre, c'est de la patouille, hein, comme on en a tous fait quand on était petit. Et puis quelque chose de beau, d'ancestral, qui la céramique, c'est vraiment ce qu'on retrouve en général dès qu'on fait des fouilles. Voilà, on fait ça depuis des milliers et des milliers d'années. Et en fait, c'est comme tout, c'est devenu une idée obsédante et c'est comme beaucoup, je pense, de reconvertis de nos âges à peu près. C'est aussi pendant le Covid que j'ai eu la chance de pouvoir me poser des questions aussi. Je venais de quitter mon métier précédent.
J'ai eu donc le temps de monter un dossier pour une école, etc. et de me dire que voilà, pourquoi pas en fait. Mais ça ne se fait pas sans garantie. On a déjà évoqué les choses entre nous, mais on va vous en parler aussi. Une reconversion, ça se fait, ça se pense, ça se réfléchit, ça ne se fait pas sans moyens. On ne se dit pas d'un jour à l'autre, allez c'est parti, je lâche tout et j'y vais, quoi. Ça engage soi, ça engage parfois sa famille quand on en a une. Ce sont des choses qui doivent être pensées de manière très concrète aussi. Il n'y a pas que juste l'envie de changer de vie. Je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais enfin, il y a la statistique de 21%, c'est justement, je pense qu'il y a quand même beaucoup, enfin, j'en ai vu notamment dans le centre de formation où tu as suivi la formation de céramiste créateur, le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui font des formations en reconversion et qui ne vont pas au bout en fait. Oui. Il y a vraiment des personnes qui vont faire une formation, et une formation impliquante, hein, c'est-à-dire des formations où les personnes elles arrêtent leur travail, c'est une formation à temps plein sur 3-6 mois et qui finalement rebroussent chemin parce qu'ils se rendent compte quand même que justement il y a un niveau d'implication qui est bien plus conséquent que ce qu'ils imaginaient et donc ils ne vont pas au bout. Oui. C'est pour ça que c'est intéressant de se dire ok, quelle est la bascule qui fait que on engage un processus de reconversion et qu'est-ce qui fait que vraiment on se dit ok, je vais en faire mon métier, je vais en faire mon activité à temps plein. Mais effectivement, c'est 21% qui préparent une reconversion. Ouais, c'est ça. Et selon un podcast publié par l'UNEDIC, qui porte sur 55 personnes, c'est pas énorme, mais enfin ça parle un peu tout de même, ça serait plutôt, après le Covid, ça serait plutôt une dizaine de pourcents de personnes et qui véritablement s'inscrivent dans cette transformation professionnelle. Moi, je crois que dans ma formation, on était 11. Je crois qu'à l'heure actuelle, on n'est que 3 à avoir poursuivi, 1 an après la formation, une activité professionnelle liée à la céramique. Les autres sont en général retournés dans leur métier d'avant ou ont complètement bifurqué encore sur d'autres choses. Mais effectivement, devenir artisan, c'est un sacerdoce. Travailler à son compte, c'est un sacerdoce aussi. C'est vraiment quelque chose de très engageant. Enfin, moi ayant été salariée, mais toi aussi tu as été salariée peut-être à d'autres... Non. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Ne pas savoir de quoi est fait demain, bon, c'est le propre de tous les métiers indépendants, mais c'est un truc très particulier quand même. C'est quand même amusant ce que tu dis parce que d'office tu dis être à son compte, quoi. C'est-à-dire que dans la reconversion, non mais enfin c'est pas toi en particulier, hein, je pense vraiment déjà dans les formations initiales, on amène les jeunes à se poser la question tout de suite de monter leur atelier. Et toi, d'autant plus dans la reconversion, en fait, on part de l'idée que vous n'irez pas ni vous former, ni être salarié dans un atelier, quoi. Mais moi, de toute façon, je pense que le salariat est une des raisons qui m'ont poussée à changer de métier aussi. Okay. Parce que je ne supportais plus le système de l'entreprise qui, à mon sens, moi, qui vraiment... en fait, pour répondre de façon un peu plus précise peut-être à ta question tout à l'heure, à quel moment on saute le pas, moi, c'est le moment où le ratio contrainte-plaisir, il est devenu complètement déséquilibré. Mon métier était devenu une contrainte permanente et je n'y trouvais plus de joie. Voilà. Donc j'ai su que si je ne voulais pas faire un burn-out ou autre chose, il fallait absolument que je me réoriente pour quelque chose qui était plus proche de mes valeurs, comme tu le disais aussi. Sans doute aussi plus proche de l'humain, tout simplement, parce que les métiers de l'artisanat sont quand même des métiers extrêmement enrichissants à ce niveau-là. Voilà. Alors, si je rebondis sur ce que tu dis et par rapport justement aux valeurs qu'on peut en général affilier à l'univers des métiers d'art et à celui du monde des artisans et des artisanes en général, on va souvent parler de la patience, de l'humilité, etc. Il y en a une qui revient, on parle beaucoup même depuis tout à l'heure de l'exigence. Dans quelle mesure on pourrait se dire qu'on peut parvenir à l'exigence quand justement, on parlait tout à l'heure sur quel est le niveau sur lequel on se situe quand on n'a pas démarré très jeune, ce qui pourrait être le cas d'un sportif ou voilà, en général des sportifs de haut niveau, ils ont commencé très jeunes. Dans quelle mesure vous avez la sensation que le fait d'avoir démarré plus tard
on va dire qu'un parcours conventionnel vous a freiné dans l'atteinte d'un certain niveau d'exigence ou d'excellence, qui est plutôt propre au métier d'art en général. Quand on parle de métier d'art, on parle aussi de l'excellence, quoi. Oui, c'est vrai. Sandra fait référence au fait que très souvent, le mot métier d'art, la dénomination de l'activité s'accompagne tout de suite après du mot excellence. Savoir-faire d'excellence, les métiers d'art, c'est l'excellence, c'est le savoir-vivre à la française, c'est le savoir-faire à la française. Et à côté de ça, très souvent, les reconversions qui sont proposées aux adultes en quête d'une deuxième vie professionnelle sont des reconversions qui sont très courtes en termes de temps. Et en fait, on n'a jamais vu quelqu'un devenir excellent en 3 mois. Et donc, à mon sens, il y a là une vraie contradiction, un vrai problème, une vraie difficulté en tout cas, à revendiquer les métiers d'art et en même temps pas mettre en face les moyens pour arriver à un niveau qui soit tout simplement professionnel. Dans mon cas, par exemple, j'émets souvent le regret de ne pas avoir eu une formation de dessin très tôt. Parce que encore aujourd'hui, je me rends compte que sur les thèmes de dessin de la figure humaine, dessin de la main, dessin de certaines attitudes dans les postures que je dois représenter dans le cadre, par exemple, de restauration de vitraux, là, je me sens encore un peu courte et sur d'autres aspects du métier, je me sens rapide, efficace et en maîtrise. Sur ça, encore aujourd'hui, le temps que je dois passer me renvoie au fait que j'ai commencé tard à m'intéresser au dessin et je n'ai pas fini aujourd'hui de faire l'acquisition de la dextérité que j'ai réussi à trouver dans beaucoup d'autres aspects du métier. Et donc en fait, la reconversion, ça permet d'arriver avec nos forces et nos faiblesses. Par exemple, les études littéraires que j'ai faites m'ont aidé aux prises de parole, en rendez-vous client, parfois en rendez-vous client avec la nécessité de parler une autre langue que le français. Ça, ce sont des atouts qui me servent aussi dans mon quotidien professionnel. Néanmoins, le dessin classique, pour le moment, je dirais que c'est une lacune que j'ai encore. Et j'espère un jour arriver à la combler. J'y travaille au gré des possibilités. Mais je ne crois pas que tu l'aies dit, mais ça fait combien de temps maintenant que tu exerces le métier de vitrailliste ? J'ai commencé en 2012 en tant que salariée dans un atelier et j'ai monté mon propre atelier fin 2015. Donc là, j'arrive sur mes 10 ans à mon compte et j'ai l'impression de n'avoir fait que progresser parce qu'on rencontre des nouveaux sujets, des nouvelles techniques, des nouvelles difficultés qu'on surmonte et à chaque projet, finalement, on nourrit la pratique et puis l'œil s'affine, la main s'affûte. Mais le chemin est... Voilà, c'est un chemin. On n'est pas arrivé à destination au bout de 10 ans. Il y a forcément des contre-exemples, mais il y a cette fameuse maxime qui dit quand même qu'on a besoin de 10 ou 15 ans pour devenir un bon artisan. Oui. Tu te situes dans cette philosophie-là Voilà. Oui, complètement. Ouais. Oui, je me situe dans cette... oui, tout à fait. Du coup, tu vas plutôt être un contre-exemple. Oui et non, parce que moi je pense qu'on n'arrête jamais d'apprendre et c'est ça aussi moi qui m'a attirée dans ces métiers-là. C'est que on commence nous on n'a pas effectivement commencé très tôt, mais moi j'ai pris le parti de me dire ok, je commence à cet instant T, mais avec aussi, c'est en ça où le terme reconversion parfois il m'ennuie un peu parce que c'est une réorientation, c'est un suivi en fait d'une vie précédente. On commence pas un métier à 40 ans comme on le commence à 20. Moi je pense qu'il y a quand même des écueils qu'on peut éviter avec la maturité qu'on a acquise dans un domaine précédent. On a notamment une force de travail, une facilité à l'organisation, une maturité effectivement culturelle, même un œil qui est déjà un peu fait parfois. Donc moi j'ai plutôt tendance à considérer que ça a été une chance de pouvoir commencer plus tard et aussi, ce qui n'est pas négligeable, un réseau professionnel déjà de gens sur lesquels on peut se reposer.
Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce truc-là. Parfois, en fait, on fait encore des erreurs parce qu'on a un métier qui est jeune. Moi, ça fait que ça va faire la 4e année où je suis céramiste à mon compte. Mais j'ai l'impression d'avoir pu me reposer quand même sur beaucoup d'acquis qui m'ont permis de traverser les choses plus rapidement. En revanche, c'est vrai que c'est la technique qui pêche le plus. On fait encore énormément d'erreurs. Ouvrir un four, la céramique a de ça qu'elle est très compliquée parce que c'est une discipline qui se joue un peu à l'aveugle quand les pièces sont dans le four. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Donc il y a toujours la surprise, parfois mauvaise, de l'ouverture du four qui fait un peu frissonner. Plus que frissonner, oui, à des choses. Et tu m'as même aidé parfois. Non, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et c'est vrai. Et en même temps, je crois que ça n'empêche pas d'imprimer sa patte sur quelque chose et alors, je ne sais pas, moi, si je suis encore... je ne suis pas excellente dans mon travail, mais en tout cas, je tends à l'être. Et puis mine de rien, je n'ai pas l'impression non plus de partir de rien. Donc, ouais. Mais enfin, en fait, c'est amusant parce que je me dis qu'à la fois, l'excellence, ça dépend celle que tu souhaites atteindre. Oui. Et puis en plus, est-ce que pour autant, justement, alors sur le métier de la céramique, je ne sais pas, probablement qu'il y a des surprises aussi dans le vitrail, en fonction des techniques que tu vas venir ajouter à celles que tu associes au vitrail, dans le travail du verre notamment. Mais les surprises comme ça, en fait, elles sont inhérentes à la matière, à la transformation de la matière. Et donc, en fait, est-ce que vraiment quelqu'un qui aurait plus de 10 ans d'expérience et bien plus que 4 ans d'expérience maîtriserait davantage la surprise à la sortie du four? Non, mais il maîtriserait un peu mieux l'avant, je pense. Et puis il y a des techniques quand même que... Non, mais si, voilà, il y a encore des erreurs que je fais qui sont parfois grossières et qui... Mais bon, à chaque fois, on se... Voilà. Mais non, je pense aussi c'est l'expérience acquise dans d'autres ateliers. Moi, ça que j'ai pas eu l'occasion d'avoir. Tu apprends des techniques, tu apprends à gérer, mais oui, effectivement, ça va d'une gestion de contrat à une gestion de client, à comment emballer les pièces. Moi, c'est des choses que je ne savais même pas au début. Chose que ça, en général, tu apprends en apprentissage. Moi, j'ai fait quelques stages, mais c'était très restreint, donc il a fallu que je me lance dans le grand bain dès le début. Il y a ça aussi, la reconversion, donc ça arrive souvent à un moment de la vie où il faut assurer très rapidement financièrement. Parce que il y a les aléas de la vie, pas forcément les parents qui soutiennent, enfin voilà, des tas de choses dont on peut avoir la chance de bénéficier plus jeune. Là, c'est comme tu disais, c'est très court, on vous demande d'être professionnel au bout de 3 mois, 1 an, parfois. Voilà. Et il y a encore un manque, je trouve, moi on a déjà abordé ce sujet toutes les 3 en discutant, d'accompagnement parfois à la sortie justement de la formation, de pépinière, de choses un peu de cet ordre-là, qui permettraient de prendre son envol sans être lâché dans le grand bain. Voilà, il y en a, mais elles sont peut-être pas encore suffisantes. Oui, parce que c'est vrai que ce sont des métiers dans lesquels, lorsqu'on se lance, on a la certitude d'avoir des charges à payer, puisque ne serait-ce que parce qu'il faut un atelier. Donc on a la certitude d'avoir les dépenses, on n'a jamais la certitude d'avoir la vente qui permet de les assumer. Et donc il faut quand même une forme d'insouciance. Voilà, il faut être aussi stratège qu'insouciant pour y aller. Une belle naïveté. Voilà, une naïveté confiante. Il faut avoir confiance en soi, ça c'est sûr aussi pour se lancer. Et puis effectivement de la patience, parce que moi je sais qu'on m'avait dit, je viens d'un milieu où tout va très vite, je travaillais dans un magazine hebdomadaire, donc toutes les semaines il fallait qu'il y ait quelque chose qui sorte. Moi la qualité principale que j'ai apprise, c'est le temps, un retour au temps, à un temps plus juste en fait, c'est la terre qui dicte le temps. Quand elle va sécher, si vous essayez de la faire sécher plus vite, vous êtes sûr que ça va fissurer, etc. Donc il faut apprendre à la respecter, écouter, et ça m'a fait un bien fou, voilà, de calmer le jeu et de revenir à une temporalité qui est plus proche de ce qu'on est en tant qu'être humain. Tout va de plus en plus vite. Je dirais, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Le retour au temps. Et non, juste avant, on était en train de parler de...
Mince. Sur le bénéfice des années? Non, c'est autre chose. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Mais l'atelier, oui. Non, c'était pas ça, c'était les dépenses, ouais, l'atelier. Bon, je sais pas, oublier. Hop là. Non, mais c'est intéressant parce que malgré tout, je vais rebondir sur ça, sur ce que vous aviez acquis. Toi, tu as parlé comment dire, de ton savoir-être peut-être face à des clients, etc., du fait de tes études. Toi, tu as quand même exprimé le fait qu'il y avait tout ce que tu avais acquis en termes de réseau aussi. Et en fait, je vais rebondir quand même sur ça. Robert l'a évoqué en introduction, sur la question de toute cette quête de sens et quête de soi, et donc de cette reconversion. Dans quelle mesure n'est-elle pas effectivement un privilège de classe de personnes qui ont, au-delà d'un capital financier parfois pour pouvoir lancer son atelier, un capital social ou un capital culturel qui leur permet, au-delà de tout engagement physique et plein, et voilà, ce capital-là, il est quand même nécessaire. On en parlait tout à l'heure, il y a certaines classes socio-professionnelles qui ne peuvent pas se permettre de faire cette reconversion. Dans quelle mesure on pourrait parler de privilège, effectivement? Complètement. Moi, je sais que je n'aurais pas pu entamer cette reconversion déjà parce que j'ai eu la chance d'avoir le chômage, ce qui m'a permis de pouvoir faire une formation pendant ce temps-là, et parce que j'ai eu la chance d'avoir pu mettre de l'argent de côté, tout simplement, parce que les premières années sont très... Ah, c'est ça que je voulais dire. Voilà, ça nous permet de raccrocher le wagon. On m'avait dit que quand on est artisan ou indépendant, en général, il faut 3 ans pour pouvoir pérenniser une activité. C'est exactement ça. Donc oui, comment tenir pendant ces 3 ans? Moi, si je n'avais pas eu des réserves financières acquises précédemment dans mon métier, je n'aurais pas pu le faire. Ça aurait été très compliqué. Donc oui, moi je sais que c'est aussi parce que j'avais du soutien émotionnel, que j'avais un soutien donc financier, un bagage culturel, etc., pour monter des dossiers. Voilà, ça c'est une réalité aussi. Et parce que j'avais la possibilité de me poser la question de ce que je voulais faire, en fait, au moment où le Covid est arrivé. Sinon, je n'aurais pas eu cette chance-là. Alors après, il faut travailler, bien sûr, et ça, c'est à chacun mais l'étincelle première, elle a été possible parce que je suis dans une situation de privilège. Ça, je le sais très, très bien. Oui, c'est vrai que moi, je n'ai pas d'exemple de personnes occupées à survivre qui se posent la question du sens. J'en ai pas. Je pense qu'il faut déjà que les questions de survie soient prises en charge et assurées pour qu'on commence à se demander comment on pourrait être plus heureux, comment on pourrait améliorer notre niveau de vie, notre manière de vie, devenir un humain plus entier, plus parfait, plus aligné. Plus aligné, exactement. Voilà. Ça, c'est une réalité. Et le privilège, à mon sens, n'enlève pas les caractères essentiels qui mènent à ce métier. Parce qu'avec les qualités que vous évoquez, ce sont des qualités qui s'opposent d'une certaine façon au mode de production contemporain, au mode de la consommation, etc. Et donc ça, il faut pouvoir avoir cette volonté de l'inscrire dans sa réalité personnelle, quotidienne. Vous parliez de temps, avoir du temps aujourd'hui, et avoir du temps et de la patience, ne serait-ce qu'avec de la terre, avec le four, c'est redonner du temps aux choses, du temps au temps, comme on disait selon un slogan politique. Eh bien, c'est quelque chose qui vous pose en tant que privilégié d'une certaine façon d'avoir ce temps-là. Oui, c'est vrai. C'est un luxe. C'est un luxe, ce temps. Et comment vous positionnez-vous à l'intérieur de cette société qui n'a jamais le temps de quoi que ce soit? C'est-à-dire comment vous vous positionnez dans votre métier? Parce que j'ai l'impression que chaque jour, vous devez vous dire « oui, je fais ça, mais ce n'est pas ce que font les autres ». Quand vous prenez le métro, quand vous prenez des transports en commun, il y a du monde, etc., et chacun court à son travail,
vous êtes tous les jours dans une perspective un peu différente, qui est la perspective de vous inscrire dans cette société avec ce privilège, mais qui est aussi, pas seulement un privilège, mais qui est aussi un caractère très, très spécifique, oui, fondamental. Moi, je le vis presque comme un acte militant, ou en tout cas une revendication de la lenteur et d'un héritage, d'un rapport au temps qui va à contre-courant, comme tu disais Robert, qui va à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui, où tout s'accélère. Moi, j'ai l'impression au contraire que le rapport au temps, en tout cas pour moi, dans les métiers d'art, c'est un rapport au passé, donc c'est un ancrage dans le temps par rapport à l'héritage qu'on a. Mon métier, il date du 9e siècle au minimum, donc il est... Voilà. Donc je m'inscris dans une lignée, j'ai un rapport au temps comme ça, j'ai un rapport au temps de production. Alors là, c'est aussi, il faut en donner beaucoup du temps, parce que les choses, comme elles sont lentes, en fait, elles supposent des grandes journées, une vraie générosité de son propre temps vis-à-vis de son métier. Et il y a aussi le fait que, quelque part, je m'offre le luxe de ne pas forcément négocier beaucoup un délai lorsque quelqu'un me dit « il me faut ce vitrail très rapidement ». En fait, j'ai une vraie facilité à expliquer que la chose prend du temps, qu'il y a un processus, qu'on ne peut pas l'accélérer, qu'il y a des temps de séchage, des temps de cuisson, des temps de fabrication. Et là, il y a une revendication. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de céder à quelqu'un qui voudrait accélérer ce processus et quelque part, du coup, le bâcler et ne pas le respecter. J'y vois une posture de respect vis-à-vis du métier, avant même que ce soit du respect vis-à-vis de la personne. Pour moi, c'est un respect du geste et je milite pour ça. J'ai une vraie conviction en la valeur de ce temps-là. Et on a une vraie vocation, je trouve aussi, je le vois de plus en plus, à l'acculturation du coup des gens qui viennent nous solliciter, parce que, effectivement, moi aussi, notamment dans le luxe, où les gens ont l'habitude d'avoir les choses très vite, voire pour hier, à ne pas comprendre les délais. Moi, les délais annoncés sont toujours entre 12 à 16 semaines pour une pièce, parce qu'on peut rencontrer des accidents, etc. Bon, bref, peu importe en fait, pour nos gestions de planning aussi. Et il y a tout un travail d'explication de tout ce que tu viens de dire, du geste, de la temporalité, etc. On avait aussi discuté, quand on avait discuté toutes les trois, du fait que moi je vois comme un vrai point positif le fait qu'il y ait autant de reconversions, notamment dans le domaine de l'artisanat. On a des points de vue parfois divergents sur certains trucs, mais sur le fait que du coup il y a tout effectivement une nouvelle connaissance qui tourne autour de ces métiers-là. On parle quand même de l'artisanat, alors pas que l'artisanat d'art, mais qui étaient quand même des voies de garage il y a encore quelques années, qui ont repris leur lettre de noblesse. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de reconversions dans ces domaines ces dernières années. Et que plus ça va, mine de rien, plus on parle de l'artisanat d'art. Pourtant, à un moment où les pouvoirs publics réduisent, comme peau de chagrin, l'argent donné pour les formations, ferment les écoles, etc. etc. Donc il y a un caractère en même temps très réjouissant à mon sens et en même temps très paradoxal on n'a jamais vu autant l'artisanat d'art faire briller la France à l'extérieur, etc., etc. Et pourtant, on n'a jamais vu autant aussi les formations se réduire. Voilà. Mais en tout cas, il y a une vraie démocratisation, enfin pas une vraie, mais il y a une démocratisation, je trouve, de voilà, le temps, les valeurs en tout cas véhiculées par l'artisanat d'art. Les valeurs sont véhiculées. Est-ce qu'elles sont mises en œuvre Non, pas toujours, mais bon, en tout cas, c'est notre travail et comme tu le dis, c'est notre posture et notre militantisme aussi. Bien sûr. En choisissant ce métier. Voilà. Ouais, bien sûr. On ne peut pas accélérer les choses. En choisissant le secteur, tout simplement. Oui. Pour rester dans le temps, et peut-être aller jusqu'au bout sur cette notion, je vous citerai une phrase de Goliarda Sapienza. Je cite souvent Goliarda et d'autres, comme Sándor Márai, etc., qui sont des ouvrages, qui sont des recueils humanistes assez exceptionnels. Vivre dans l'instant et pleinement,
comme si cet instant était le temps entier qui lui était accordé de vivre. Cette notion qui est liée évidemment au temps, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Parce qu'il y a cette notion de pouvoir vivre ce moment, ces moments. Moi, je sais qu'en rencontrant la céramique, notamment, moi je fais principalement du modelage, mais je sais faire du tour. On en parlait juste avant le début de cette table ronde. C'est de la méditation de pleine conscience. C'est de la matière. Je ne pense à rien d'autre quand je le fais. Je pense qu'à la matière, et ça me réjouit d'une façon presque intolérable. Non, mais c'est un vrai bonheur, en fait, toute la journée de travailler avec ses mains. En fait, il y a quelque chose déjà de sensoriel, on est dans son corps, on habite son corps, et on est, ce que tu disais, l'homo faber, en fait, l'homme qui fait. Voilà, donc cette temporalité-là, elle existe. Toi, En fait, oui, cette nature très, très, très en absorption. Oui, oui. C'est inhérent, je pense, au geste artisanal. L'alignement dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire voilà, tout est aligné et en fait, on en avait parlé, je crois, quand on avait préparé ce truc à partir du moment où vous commencez à penser à autre chose et tout, c'est là où la matière, elle vous fuit, quoi. Elle vous trahit, ou en tout cas, puisque vous l'avez trahi, alors elle vous le rend bien. Donc, c'est un moment, un instant où effectivement, vous devez être totalement aligné. Oui. Tu disais le cerveau, les mains et la matière, quoi. Et tout ça doit être totalement aligné. Je pense que ça fait écho un petit peu à ça. Oui, et la notion de prise de possession de soi-même, ça répond à ça. Ah bah oui, prise de possession de soi-même. Je le dis parce que c'est quelqu'un qui est ici dans cette salle qui a écrit cette phrase, entre autres, pour définir une part de l'humanisme. La prise de possession de soi-même constitue peut-être au plan spirituel le principal acquis de l'humanisme. Alors oui, c'est amusant parce que on avait parlé de ça ensemble, de la reconversion comme d'une émancipation de soi. Et en fait, on a beaucoup discuté, on se posait la question de dans quelle mesure est-il souhaitable d'avoir aujourd'hui des personnes aux alentours d'une quarantaine d'années qui font des burn-out et des dépressions et qui finalement seulement après vont trouver leur voie. Et donc, faut-il en passer par une société qui pousse les gens à se mettre dans des étapes pas possibles avant de finalement prendre possession de soi en trouvant sa voie. C'est peut-être été moins ton cas que celui de Claire. Dans quelle mesure, voilà, en tant que société, on n'accompagne pas suffisamment chacun pour qu'il s'empare de soi avant d'atteindre une limite, quoi. Moi, je l'ai vécu peut-être sur un plan plus personnel et moins collectif, tout simplement parce que quand on s'adresse à une matière, en fait, il faut la dompter et quelque part, elle nous fait passer par des étapes pas possibles parce qu'elle résiste. Et il faut arriver à trouver un calme un peu méditatif pour la maîtriser. Et en fait, c'est une manière de grandir en tant qu'humain, de se colter à la matière et du coup au réel quelque part, par extension. Je continue dans mes petites phrases. Conserver cette jeunesse éternelle de la vie. Oui, on apprend sans arrêt, donc en fait ça m'intéresse, voilà. La jeunesse. C'est ce que c'est Goliard a toujours, elle dit on apprend toujours. Oui. Alors, il y a cette question de son corps, de la main, de sa position à l'objet, et puis il y a la position politique, c'est-à-dire la façon dont vous réagissez par rapport à l'environnement et par rapport à la société dans laquelle vous êtes. J'en disais un mot tout à l'heure, par rapport à la perception de vous-même, par rapport à ceux qui n'ont pas ces capacités, ces privilèges, d'être en capacité de réfléchir, de se poser, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là, au niveau de la relation à l'autre, au niveau de sa singularité, de son authenticité, pour reprendre des mots bien
qui sont communs. Est-ce que ça vous donne une vision politique particulière, politique au sens très large, bien sûr? Parce qu'on parle beaucoup d'individualisme, enfin d'individualité contre l'individualisme, justement. Et donc, est-ce que vous avez une vision qui se développe, qui s'affirme ou qui s'approfondit par rapport à l'autre? Moi, je dirais que la mienne, en tout cas, elle s'approfondit, mais même dans la mesure où, en changeant de statut social, j'ai expérimenté d'autres choses, d'autres difficultés. Ça va tant de l'allocation d'un appartement à la vie en collectif, parce que j'ai expérimenté des systèmes d'entraide avec d'autres artisans que j'avais jamais expérimenté à ce degré-là. Dans la mode, bon, alors la mode évidemment en plus est un système de façade, mais effectivement en rencontrant d'autres artisans, j'ai parfois reçu plus d'aide en 15 minutes qu'en 10 ans de choses. Donc oui, la notion du collectif en tout cas elle est beaucoup plus prégnante, donc inévitablement aussi de l'humain en global, du rapport à la nature inévitablement, parce qu'on travaille aussi la matière et que du coup on ne peut pas faire l'impasse sur l'écologie, les matières qu'on emploie, l'énergie qu'on utilise. Il y a quand même beaucoup de choses, oui bien sûr, qui entrent en jeu. Est-ce qu'il y aurait un effet sur l'écoute de l'autre ? Moi oui, mais moi, j'ai l'impression que j'ai jamais été tellement marquée par exemple, la certitude qu'il y a des classes sociales, des gens plus élevés que d'autres et tout. Ça m'a jamais tellement habité. Pas tant au plan social qu'au plan de l'autre, simplement. Mais voilà, exactement. En fait, dans les métiers d'art, il y a une valeur de transmission qui est intrinsèque au métier, parce que ce sont des métiers qui se montrent, ce sont des métiers qui se testent, ce sont presque des métiers qui se shippent. On remarque des petites astuces que le maître ne va pas forcément penser à le dire, parce que lui, c'est automatique. Et donc, voilà. Et dans cette relation-là, la transmission, bien sûr, il y a un rapport à l'autre qui est très, très en éveil, très, très respectueux. Pour le rendre détenteur d'un savoir technique et en même temps faire émerger une personnalité artistique. Et donc il faut savoir ne pas étouffer tout en accompagnant. Oui, mais et même, je dirais, parce que il y a quand même cette notion de passeur dont parle beaucoup Emmanuel Barrois, qui est un maître verrier aussi. Et en fait, je trouve que effectivement, les métiers d'art, il y a quand même cette notion de mimétisme, vraiment, enfin, d'observation, et donc je refais ce que j'ai vu. Ce qui est pas évident dans tous les métiers des nouvelles technologies, où aujourd'hui vous avez, à quoi bon aller apprendre d'un informaticien qui s'est formé il y a 40 ans, parce que de toute façon tout a tellement changé qu'il va pas vous apprendre grand chose que vous pourriez apprendre vous-même en formation. Donc effectivement, apprendre des gestes ancestraux d'il y a 200 ans, ça s'apprend au moment de ta formation en métier d'art. Mais il y a aussi quand même cette écoute commune. Alors, sur des bons chefs d'atelier, je pense, parce que tout le monde n'a pas cette écoute et cette ouverture, de dire en fait, à la fois, moi je vais transmettre mon savoir-faire parce que j'ai 10, 15, 20 ans, 40 ans d'expérience. Mais à contrario, la jeunesse peut aussi m'apporter des choses. Et donc, finalement, cette écoute, elle est vraiment... elle est des deux côtés, quoi. Il n'y a pas une transmission descendante, on va dire, c'est vraiment réciproque. Solitude et silence. Quel bonheur. Parce que ça semble s'opposer évidemment à la perception de l'autre, etc. Alors, on pose ces qualités-là comme une part importante, pas toujours le cas, puisqu'il y a des artisans et des artisanes qui aiment bien montrer leur travail, où la main joue un rôle, que ce soit dans le verre ou dans quelque autre travail de sculpture ou autre. Mais là, la solitude et le silence,
j'ai lu que c'était un exercice de santé qui permet aussi une sorte de concentration, bien évidemment, de réexamen de son parcours, de sa façon de faire. Et la solitude, donc, est aussi importante. Moi, plus ça va, plus ils me sont précieux. Ouais. Plus le calme m'est nécessaire pour travailler, etc. Et en même temps, à l'inverse, trop de solitude peut être un peu compliqué. Donc c'est aussi le bonheur d'avoir parfois des ateliers partagés ou d'être dans des structures où vous pouvez, ne serait-ce que le temps d'un café, par exemple, pouvoir échanger avec un autre humain. Mais néanmoins, oui, moi je sais que j'ai besoin de beaucoup, ne serait-ce que pour la création, d'avoir de l'espace mental. Donc pour ça, il faut et de l'espace physique et de la solitude, effectivement. Moi aussi, pour atteindre le niveau d'absorption dont j'ai besoin pour travailler, j'ai besoin d'être seule. Et je suis incapable. Là, en ce moment, j'ai une petite apprentie à l'atelier. Un jour par semaine, elle n'est pas là. C'est le jour des dessins et de la création. Je n'arrive pas, elle est calme, hein, mais je n'arrive pas à dessiner si elle est là. Juste la présence très calme qu'elle a, c'est trop déjà. Donc c'est vraiment caractéristique de ce lien au travail et à l'objet. Oui, tout à fait. Il y a une perception particulière de l'objet, une sorte de relation qui se trame, qui naît avec l'objet. Il y a des objets que vous êtes plus triste de voir partir que d'autres. Oui. On investit un objet, on passe on le caresse, on le touche, on lui donne une âme. Enfin, moi je sais pas, mais même il y a des objets auxquels je dis véritablement au revoir. Je leur fais une dernière caresse et je les remets à leur propriétaire en leur souhaitant une excellente vie dans cette maison et qu'ils apportent de bonnes ondes. Mais oui, on y met notre âme, quoi. Donc l'âme qui passe par les mains et qui résulte dans un objet, c'est quand même très particulier. Oui. Puisque tu as parlé de la relation aux objets qu'on crée, moi je vais parler du coup des objets qui sont créés par d'autres. Et en fait, en étant artisane d'art, je me suis rendu compte que j'ai changé. Avant, un objet était un objet. Et aujourd'hui, un objet doit se caractériser par le soin qu'on lit dans sa facture de celui qui l'a fait. Et donc, je deviens maniaque de la finition, je ne supporte plus que ce soit pas complètement bien lissé là où ça doit. En fait, je lis quelque part l'authenticité de l'engagement de celui qui a façonné l'objet à travers le résultat et quelque part la virtuosité technique aussi, et pas que la forme, enfin les caractéristiques formelles, quoi. Et donc, mon rapport à l'objet, c'est vraiment affûté. Oui, la perception de l'objet de l'autre ou l'autre objet, c'est la continuité de l'exigence que tu mets à ta C'est ça. À ta Pour moi, propre, c'est le reflet exercice. de la personne. Et ça, quelque part, ça en devient la représentation en son absence. Et donc, il est porteur d'une qualité... voilà, du fait de la façon dont il a été fait. Je vous lirai une phrase encore de Sándor Márai. À présent que le téléphone est réinstallé sur la table, dans ma chambre, je le regarde avec affection. Il a une âme, un esprit de machine et d'homme à la fois. Alors évidemment, Sándor Márai est un écrivain, ça n'est pas un artisan, mais enfin il perçoit aussi Oui. L'expérience de vie n'est pas la même quand vous avez un objet qui a été manufacturé ou qui a été fait à la main. Moi je sais que boire dans un bol qui a été fait par quelqu'un ne me donne pas le même plaisir que si je bois avec une tasse Ikea. Bon, l'expérience n'est pas du tout les mêmes vibratoires voilà, ça n'est pas la même chose. Et je suis d'accord avec toi. En fait, dans chaque objet, il y a une intention et elle nous parvient via cet objet. C'est quand même une qualité incroyable de pouvoir recevoir ça et donner ça à d'autres, je trouve. Alors ça ne veut pas dire
que tous les objets doivent être absolument parfaits. Par contre, ça veut dire qu'aucun ne doit respirer la négligence. Il faut, voilà. On peut avoir des petits défauts, au contraire même, ça leur donne du caractère, c'est un charme incroyable, c'est la matière qui parle et tout, mais il ne faut pas que derrière ce petit défaut, on sente une désinvolture. Très bien, sur ces qualités, vous pensez avoir exprimé un peu l'essentiel, où il y a ce réinventer, il y a la singularité par rapport au marché et aux produits, puisqu'on va rester un peu dans les objets. Une autre citation, l'avancée barbare des produits, des marchandises, de la folie urbaine, prise au piège des innombrables sortilèges du marketing, confrontée à l'avènement du règne de la nourriture chimique et de sa non-saveur. Alors ça, c'est Goliarda qui écrit ça dans les années 1950. Donc c'est très militant comme écriture et c'est assez fort comme expression d'après la guerre, hein, puisque c'est une femme qui va disparaître dans les années 60. Et donc on voit bien là ce positionnement par rapport au consumérisme, à la production et évidemment au marketing. Est-ce que vous auriez d'autres éléments Il y a évidemment un élément dans votre motivation important qui est celui du savoir-faire et de la transmission des savoirs. Je suppose que ça fait partie aussi de vos motivations. De transmettre ? De transmettre. Oui. Parce que c'est souvent aussi la reprise des savoirs ou l'approfondissement. Souvent, en matière d'artisanat, il y a des choses qui ont été laissées un peu en désuétude. Peut-être que certains artisans ou artisanes reprennent. Et puis, ça peut faire partie d'un geste, d'une position, d'une attitude un peu, je ne dirais pas militante, ce n'est pas très intéressant dans notre domaine, mais en tout cas de grande conviction de vouloir faire ressurgir des gestes qui ont été des gestes du passé et qui ont toutes ces qualités-là, vers lesquelles vous tendez. Moi, je sais que dans le cadre de la céramique, en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de cuisson en four à bois, par exemple. Les jeunes qui se forment actuellement vont vraiment à la racine de ce métier et en général, d'ailleurs, ne souhaitent plus devenir céramiste, mais même potier, et en voyant toute la noblesse du terme lui-même et en faisant vraiment les choses à l'ancienne, avec, comme on peut voir les boulangers qui travaillent au levain maintenant, enfin vraiment une recherche d'authenticité telle que vous la décriviez. Jusque dans le mode de fabrication, etc. Mais après, dans la question de la transmission, nous, par exemple, comme on a des actions socio-culturelles basées sur la promotion de ces savoir-faire pour qu'ils soient transmis à des jeunes générations, nous, en tout cas, on met une attention particulière au fait que, justement, on ne soit pas dans cette question du geste passé. C'est-à-dire que la transmission des métiers d'art, parce que justement ils sont appelés à se renouveler en permanence, ne peuvent pas se faire dans une réflexion passéiste et traditionnaliste. Et donc en fait, il y a vraiment cette idée que le geste, il n'est qu'un support, et d'ailleurs ça fait partie de la définition des métiers d'art, c'est-à-dire qu'en fait, il y a effectivement la maîtrise d'un savoir-faire technique, mais qui est accompagné d'une interprétation sensible et artistique de la personne. Et donc nous, par exemple, dans les actions culturelles de l'agence, il y a vraiment cette idée à chaque fois d'avoir un raccord entre le passé, le présent et l'avenir, et de dire en fait à quelqu'un qui va avoir un univers culturel, un bagage culturel différent. On a mené des actions à Aulnay-sous-Bois dans un centre social avec des familles tamoules, et on leur a expliqué ce qu'était le vitrail, à quoi il servait dans des églises pour raconter des histoires parce que les gens ne savaient pas lire. Et donc en fait, on leur explique
ce qu'est le vitrail, à quoi il a servi, comment il était pratiqué au XIIe siècle, comment il est pratiqué aujourd'hui, éventuellement comment il a évolué d'un point de vue technique. Et puis on leur dit, bah voilà, maintenant exprime-toi au travers de la lumière, la transparence, la couleur, recrée un petit peu ce cloisonnement de la couleur pour créer des motifs. Et fais-le avec l'univers esthétique, artistique que tu connais. Et donc en fait, c'est leur expliquer aussi qu'on peut acquérir une technique, mais venir y apporter sa propre esthétique ou son univers décoratif pour créer demain le savoir-faire et un métier d'art qui peut-être n'existe pas. Et par ailleurs, juste être dans la réminiscence de savoir-faire ou de métier passé. Je veux dire, si à un moment on a abandonné les sabots de bois pour travailler au champ, alors certes l'artisan sabotier il a un savoir-faire fabuleux de sculpture, mais enfin plus personne n'a envie de travailler avec des sabots dans la boue, quoi. Enfin, et donc c'est pas, il n'y en a pas d'intérêt non plus à sauver tous les métiers et tous les métiers d'art pour peu qu'ils n'ont pas d'utilité. De bénéfices pour l'humanité, quoi. Très bien. On va peut-être là, pour aller vers la fin de notre réunion, aborder l'art et l'artisanat. Quand on dit l'art, plus l'artisanat d'art, mais l'art, dont témoigne cette exposition. Alors, la frontière entre les deux, la non-frontière, c'est un débat ancien qui témoigne de la volonté de se définir, de s'imposer, de se préciser de chacun des acteurs de chacun de ces domaines ou des acteurs qui conjuguent les deux. Voilà, alors j'ai lu quelques articles sur la question qui stigmatisaient une inégalité statutaire, là, du point de vue évidemment social, et notamment, par exemple, l'accès au 1% artistique qui est ouvert depuis les années 50 aux artistes, mais pas aux artisans. Ça commence. Ça commence. Très bien. Et bon, les œuvres artistiques qui bénéficient d'un taux réduit de 5,5, alors que les artisans d'art, si je me trompe évidemment, vous me corrigez, sont soumis à un taux de 20%. Mais il y a de plus en plus d'artisans d'art qui s'inscrivent à la Maison des artistes pour bénéficier des mêmes avantages fiscaux. Oui, c'est mon cas, par exemple. Ah, très bien. Je me définis Oui. comme artisane d'art, mais j'exerce sous le statut d'artiste. Très bien. Donc il suffit de se définir soi-même pour bénéficier. Non. Pour avoir le droit statutairement d'exercer en tant qu'artiste, il faut faire de la création. Et moi, je fais de la création de vitraux. Néanmoins, il faut le prouver. Oui, mais à travers les factures. Oui, donc c'est tout à fait vérifiable. Oui, Oui, tout à fait. C'est tout à fait vérifiable et j'ai rien à cacher là-dessus. Mais néanmoins, je me sens plus à l'aise avec la revendication du titre d'artisane d'art. J'aurais du mal à l'expliquer. C'est pas que je trouve que l'un est au-dessus de l'autre. Probablement néanmoins que je vois plus rarement chez des artistes le rapport au geste technique et au fait d'être détenteur soi-même du façonnage de l'œuvre. Je le vois moins chez les artistes avec lesquels souvent je collabore et en fait je réalise leurs œuvres. Donc eux, quelque part, se chargent de l'idée, mais pas de l'exécution. Et pour moi, c'est très important d'être détentrice des deux. Et c'est en ça que je me sens plus artisane d'art. C'est tout à fait subjectif, mais c'est un lien à la technique finalement. Très bien. Voilà. Alors, à nouveau vers Sandra, puisque vous êtes très renseignée sur toutes ces questions et sur l'évolution, on va dire, administrative. L'achat d'œuvres d'art qui ouvre droit à des avantages fiscaux, ça n'est pas rien, puisque pour les entreprises ou même pour les particuliers. Je pense que ça va beaucoup dépendre du statut de l'artiste, mais c'est vrai que, alors si on parle vraiment justement sur la question du marché, moi c'est une question qui
m'anime sur la reconnaissance de la valeur des artisans contemporains. Parce qu'aujourd'hui, clairement, il y a un fossé colossal entre la valeur sur le marché de l'art des artistes contemporains, je parle. Hein. Parce qu'à côté de ça, si je parle de Mobilier, de Resner, d'André Charleboul, de Jean-François Euben, etc., on peut atteindre des sommes absolument pharaoniques. Quoique pas encore autant que Jeff Koons, mais je veux dire, aujourd'hui, je vous parle de Jeff Koons, il n'y a aucun problème, je pense que tout un chacun pourra être sensibilisé et donc est tout à fait conscient de la valeur. Les artisans d'art contemporains aujourd'hui, quels qu'ils soient, reconnus lauréats de fondations, reconnus par différents prix et labels, n'atteindront jamais les prix du marché de l'art. Donc c'est là où on voit effectivement ce fossé entre la reconnaissance de l'artiste et de l'artisan, qui ne date pas d'hier. Hein. Encore une fois, ce fossé-là, il a eu lieu à la Renaissance, au moment où les mécènes ont commencé à valoriser plutôt les artistes des beaux-arts que les artisans, et qu'on a reconnu Michel-Ange pour ses dessins, et pas les tapissiers de haute lice qui réalisaient ces tapis sur ses dessins. Bien qu'un miroir, à une certaine époque, valait plus cher qu'un tableau. Oui, à l'époque, c'était voilà, je sais. Aujourd'hui, oui, bien sûr, oui, mais aujourd'hui, la difficulté technique n'est plus reconnue en tant que valeur. Voilà. Oui, mais toute la différence, c'est bien pour ça aussi qu'il y a cette attention à l'artisan et l'artisane d'art, contrairement à un artisan, qui en général, un artisan n'est qu'un exécutant, alors que justement, dans la définition et ce que fait la loi, c'est bien de dire que l'artisan et l'artisane d'art, eux, ils ont un apport artistique. Donc ils ont à la fois l'idée, le dessin et la technique. Et ça, c'est pas reconnu. Pas encore. Pas encore. Oui, on peut dire on peut dire aujourd'hui, Martine, c'est toi qui me l'a chuchoté, que pour un Jeff Koons, par exemple, combien d'artistes ne peuvent pas vivre de leur œuvre, alors qu'on peut dire qu'avec l'artisanat, il y a une capacité à s'inscrire dans un métier, véritablement, plus facilement que l'artiste, que tant d'artistes qui crient misère. Donc, effectivement, cette inégalité patente, hein, en regardant effectivement les règles fiscales notamment, évidemment peut s'expliquer par cet état de fait. Alors bien, on est maintenant vers une évolution des mentalités, et on verra effectivement comment les choses vont évoluer. Pas vers les valeurs de Jeff Koons, mais enfin, peut-être vers davantage quand même alors peut-être pas aujourd'hui, parce que la situation en France, en tout cas, n'est pas favorable à des dépenses sanctuaires ou des dépenses simplement de justice sociale ou de justice administrative ou fiscale. Et une question qui est posée justement dans cette perspective-là, pourquoi continuer à cloisonner ces deux sphères alors qu'elles se nourrissent l'une de l'autre? Vous l'avez évoqué. Et j'ai lu des choses sur l'action shaping. C'est l'action shaping qui se veut être une sorte d'équivalent de l'action painting. Voilà, de façon à tenter d'établir une sorte de continuum entre Pollock et puis les artisans qui, eux, sont plus sur la forme, sur le travail, comme vous l'avez défini à plusieurs reprises. Donc maintenant, nous allons vers l'action shaping. Je vois que vous n'avez pas l'air de bien saisir cette nouveauté. Voilà. Alors, l'action painting qui vise à faire surgir l'œuvre par le geste,
voilà, la toile par terre, sur le sol ou sur une table, avec des jets assez aléatoires de peinture. Je ne peux pas dire, Martine, qu'il y a beaucoup d'action painting chez toi, mais il y en a peut-être un peu quand même, un peu à l'entrée. Il y en a un peu quand même, il y a un peu de Pollock. Et puis, même dialogue entre le corps et la matière et l'intention. Alors, je vois que des chercheurs ou des penseurs ou des gens qui sont des journalistes sur l'artisanat tentent peu à peu d'établir des communications fortes ou même des équivalences entre le travail du peintre et le travail de l'artiste. Mais tout n'est pas toujours très convaincant, et notamment lorsqu'on parle de pensée. Martine, je t'ai dit que notamment la personne qui a fait un de ces articles dit qu'il y a tout autant chez l'artisan que chez l'artiste, il y a de la pensée, c'est-à-dire que l'artisan pense son objet. Et toi tu me dis, mais moi je ne pense pas, quand je fais... Non, la peinture est plus instinctive, je dirais. Par rapport à ce que tu disais, Marie, je pense que ça c'est lié au vitrail, parce que par contre dans Ah oui, moi je la pense pas non poterie, plus. Hein. Au contraire. Dans la poterie. Ne pense pas. Oui, mais non, c'est ce que vous étiez en train de dire. Moi, il y a quelque chose de beaucoup plus instinctif. Ça le permet, le matériau le permet. Oui, oui. Et du rapport à la terre et à la matière qui à la fois veut dicter sa loi et nous, on veut lui dicter la nôtre. Non, c'est vrai que les approches sont très différentes là-dessus parce que, après, moi, en l'occurrence, dans mon travail, j'ai quand même des contraintes parce que je réponds à des commandes notamment, mais effectivement, pour ce qui est de... Alors moi, je travaille beaucoup des matières organiques, etc. Effectivement, c'est comme vous, je laisse aller et advienne que pourra, du moment que je rentre dans le cadre... Comme vous de la toile, moi de ma surface. Il y a quand même ça aussi qui diffère l'artisan, l'artisane de l'artiste. C'est même si il peut vous arriver de faire émerger des pièces de vous-même parce que vous avez une inspiration, vous avez croisé quelque chose, voyagé, je ne sais pas, et donc vous venez exprimer au travers de votre médium un sujet. Mais globalement, vous allez soit répondre à une commande, comme tu disais, donc il faut quand même analyser un besoin et penser sa pièce en fonction du besoin de votre commanditaire, ou à minima, imaginer une fonction pour cet objet, même s'il ne fait pas l'objet d'une commande, imaginer la destination de cet objet. Donc, contrairement à mon sens, hein, un artiste, alors peut-être que Jeff Koons ou d'autres de ce type ne le diront pas, mais en tout cas savent exactement pourquoi ils vont produire telle ou telle pièce, parce qu'ils savent que voilà, elle fonctionne suffisamment bien, mais globalement un artiste il se libère de cette question de la commande ou de cette question de la destination. Oui, c'est ce qui fait pour moi la grosse différence. Je crois, oui. Oui, c'est la fonction en fait. Le rôle de la fonction. La destination, je dirais peut-être plus que la fonction. Moi, je ne me pose que la question de répondre à ce que j'ai envie de faire. Mais pourtant, Vinci, il répondait à des commandes. Oui, c'est vrai. Enfin, il ne les achevait pas. Mais Est-ce que Vinci se résume à un statut d'artiste ? Non, mais tu vois, le fonctionnement à la commande, c'était le lot des artistes de la Renaissance, par exemple. Oui, bien sûr. Donc au final, ce contexte-là, je ne sais pas s'il est suffisant, même si effectivement c'est une ligne qui permet dans certaines pratiques de distinguer une pratique d'artiste et une pratique d'artisan. Oui, c'est vrai. On attribue aussi beaucoup le rôle de frontière à la question de la fonction utilitaire. On peut dire que l'œuvre artistique ne cherche pas à répondre à une fonction utilitaire alors que la création artisanale en a toujours une.
Mais même ça, tu vois, quand Soulages fait une peinture et quand Soulages fait les vitraux de Conques, est-ce que vraiment les vitraux sont pas... bon, tu vois. Par contre, quand tu parlais de la différence par rapport à la technique tout à l'heure, Oui. Par rapport à la sculpture, tu as besoin de la technique. Oui, c'est vrai. Et là, on est forcément dans les deux, oui. À la fois dans le geste créatif et dans le... Après, bien entendu, dans le vitrail, c'est une technique que je ne possède pas. Oui, oui, bien sûr. Oui. Mais... Est-ce que, finalement, pour essayer de faire, non pas une conclusion, ça n'aurait pas de sens, mais de faire une pensée pour cette soirée, est-ce que vous avez l'impression de témoigner dans votre travail avec toutes les qualités, les tensions, l'exigence que vous avez exprimée? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un mouvement qui est relativement nouveau, cette résurgence de l'artisanat d'art dans notre société, dans la société, on va dire, européenne, mais là, on va se contenter de parler de ce qu'on connaît bien, de ce que vous connaissez mieux. En France, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a là quelque chose d'humainement intéressant dans une société qui a bien besoin d'espoir et d'affirmation vers la vie et vers la création par rapport à la nature, à l'objet, aux autres? Moi, j'ai l'impression, alors c'est mon intime conviction, que plus on va aller vers du technologique, plus le travail de la main sera valorisé. Parce que, en fait, on pourra avoir accès, tout le monde pourra avoir accès à quelque chose de très technologique. Et que, or, le travail de la main, lui, va se singulariser, etc. etc. C'est mon espoir, en tant que céramiste, évidemment, aussi. Mais j'espère, oui, j'espère ça. Après, toi, tu as peut-être d'autres chiffres, et toi encore un autre avis, mais... Tu avais ta tête pessimiste. Oui, ouais, c'est ma tête pessimiste. J'ai pas de chiffres. Alors, à la fois, je suis très pessimiste pour demain, je dirais, mais si je me suis engagée sur MDMA et avec la volonté de transmettre ces savoir-faire à des jeunes générations, c'est parce que j'ai toujours dit depuis le début, ça fait 6 ans que je le dis, que je pense que je ne verrai pas advenir la société à laquelle je rêve et que j'agis pour dans 200 ans. Parce que je pense sincèrement que c'est pas demain que les gens vont prendre conscience. Là, aujourd'hui, on est entre nous. Encore une fois, on parlait de privilèges et de capital social et culturel qui nous permettent d'aborder ces sujets-là. Dans la majorité de la société aujourd'hui, ce ne sont pas des sujets qui sont ni imaginés, mais ni même entendables, je dirais. Encore une fois, quand tu parlais de survie tout à l'heure, la plupart des gens ne peuvent pas envisager ça. Et aujourd'hui, ils ne se posent même pas la question, ils sont sur des écrans, etc. Vraiment, je reste convaincue que dans les prochaines 20 années, on ne va pas voir advenir le monde de l'artisanat. Non, mais voilà. Donc, oui, mais le truc, c'est qu'on a un certain âge aussi et que, voilà, je me fais assez peu d'illusions sur ma capacité à voir advenir tout ça. Donc, à la fois, c'est pour ça que je fais ma tête pessimiste, parce que quand j'entends, j'ai le sentiment que le technologique va faire émerger d'autant plus l'artisanal. Moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est énormément de craft washing. J'ai commencé à parler de ça au moment de craft washing. J'ai commencé à utiliser ce terme, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Moi, j'ai commencé à l'utiliser au moment du Covid parce qu'en fait, justement, le Covid a fait que les gens commençant à faire des trucs avec leurs mains, ouais, c'est génial les métiers d'art. Et du coup, on a commencé à en entendre beaucoup parler et en fait, des marques industrielles ont commencé à s'approprier ça. J'ai vu là récemment une publicité pour Grohe, donc le fabricant, tu l'as vu? Et en fait, Grohe, donc, qui est quand même un industriel de la robinetterie, qui utilise dans sa publicité le mot geste d'artisan et tout. J'étais là genre, non mais c'est fou quoi. Enfin, donc voilà, donc ça,
certes, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a une grande facilité à s'approprier les valeurs et l'image de l'artisanat. Maintenant, vraiment le mettre en œuvre et accepter de consommer moins d'objets, de vendre moins d'objets, de fabriquer moins d'objets, on n'y est pas tout à fait encore. Mais je reste convaincue que justement parce que vous, moi, sur mon type de métier, on va parler de ces valeurs-là et on va promouvoir à la fois l'image de l'homo faber et en même temps tout le bénéfice à la fois individuel et collectif que ce type de consommation provoque, j'ose espérer qu'on va vers un monde meilleur, oui. Donc c'est là où je suis quand même un peu idéaliste. On a parlé beaucoup de la production, avec vous évidemment, mais on n'a pas parlé, ou en transparence, du consommateur, parce qu'il y a quand même là un regard à avoir. Le consommateur, dans le tourisme, alors peut-être encore là, certaines classes sociales, mais dans un tourisme un peu élaboré, va chercher des objets qui sont marqués par une certaine forme d'authenticité. Alors, le fait main, etc. Bon. Donc, ça n'est pas complètement... par exemple, les visites pour ce qui concerne la création de votre métier... Céramique. De la céramique, oui, c'est ça. Par exemple, quand on va en Saône-et-Loire, on pouvait, encore pas très longtemps, visiter énormément d'ateliers de céramique et des choses très très belles. Et il y avait du monde. Donc il y a quand même dans notre société une demande. Parce que si vous existez, si vous pouvez parler, c'est aussi parce qu'il y a une demande de l'autre côté. Alors bien sûr qu'il y a le luxe. Alors là, celui-là, il a toujours plus ou moins existé. Et là où on fait des produits de luxe, il y aura certainement toujours des demandes à ce niveau-là. Mais en dehors de ça, il y a quand même des demandes de façon assez générale pour des objets qui ont une certaine qualité et qui s'opposent justement parce qu'on va dans une région, parce qu'on va dans un atelier, on va demander quelque chose qui a cette typicité locale et qui va être une tension du consommateur aussi, qui est possible. Le tourisme a joué également dans ce cadre-là. Évidemment, un tourisme, il y a tout à boire et à manger, évidemment, comme on pourrait dire, de façon un peu vulgaire. Voilà. Et nous ne parlerons pas, donc, pour finir, de l'intelligence artificielle, parce que c'est un autre débat qui viendrait troubler très sombrement l'espoir que vous avez mis dans tous vos propos. Alors, peut-être y a-t-il maintenant quelques questions. Il y a des artistes ici, je sais. Il y a un très bon dessinateur, très grand dessinateur. Et peut-être qu'il y a quelques questions qui n'ont pas été abordées, que vous souhaiteriez aborder. Moi, ça transparaît un petit peu dans les interventions, mais justement, quelqu'un qui voudrait entamer une reconversion dans ces métiers-là ou qui l'envisage, quel conseil vous lui donneriez au départ De s'armer de courage et de faire un business plan de façon très concrète. Non, de se renseigner, de se former. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et qu'on avait dit en préparant la table ronde, c'est l'engagement plein et entier. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de reconversions aujourd'hui qui s'opèrent avec des personnes qui vont à un moment se dire bon bah faut quand même que je mange, donc ce que tu disais au départ, de dire bon bah je garde un boulot à côté et puis en même temps je vais faire de plus en plus dans tous les business models des gens qui sont en reconversion, il y a ce montage économique de j'ai mon activité de création et je fais des ateliers d'initiation. Alors ça fait 6 mois qu'on est installé, mais on commence déjà à faire des ateliers pour initier d'autres personnes. En fait, quand on en a discuté, en réalité, et notamment dans le cas de Claire, et de ce que j'ai pu constater, c'est que les gens qui réussissent leur reconversion, et quand je dis réussir sa reconversion, c'est-à-dire acquérir un certain niveau de maîtrise de son savoir-faire, aller vers l'expression d'une certaine singularité dont parlait Robert, alors ça nécessite une implication entière
C'est-à-dire, on ne peut pas commencer à se dire, bon, bah, je vais continuer un boulot de prof à côté, et puis je vais faire des petits ateliers d'initiation, et puis je ferai 3 bols quand j'aurai le temps. Non, en fait, c'est vraiment se dire, ok, je mets tout, j'investis tout mon capital dans cet objectif-là. Voilà. Et ça me semble être la meilleure façon pour la réussir, oui. Oui, non, il faut une implication complète. Moi, je sais que j'ai travaillé beaucoup plus à mon compte qu'en travaillant en tant que salarié. J'ai travaillé les week-ends. La première année, j'ai travaillé quasiment non-stop. Vraiment, c'était du 7 jours sur 7. Là, encore aujourd'hui, les week-ends, il faut que j'aille à l'atelier, lancer un four, etc., etc. Enfin, en fait, voilà, c'est juste... la vie est modifiée. Mais à côté de ça, chaque euro gagné est un euro que j'ai gagné moi-même, et ça n'a pas de prix. Donc, même si... Et aussi, à s'attendre... Alors après, ça dépend quel est le choix de carrière envisagé, mais savoir qu'on va vraiment moins bien gagner sa vie. Enfin, ça dépend aussi de ce qu'on fait avant, mais s'attendre à ça. Que la vie va changer véritablement, et en implication, et en temporalité, et en tout. Et en mode de vie. Et en mode de vie. Et socialement, ça change aussi les choses. On en parlait juste avant d'arriver là, vous dites que vous êtes artisan, ce n'est pas le même regard que quand vous travaillez dans autre chose, etc. Ça demande une implication, une posture aussi, c'est ce que tu disais. C'est du militantisme aussi, ce qui n'est pas toujours simple, passer un certain âge, d'accepter ça aussi. Mais oui, en fait, comme on part de moins loin, on a eu moins de temps pour préparer les choses, il faut beaucoup plus vite être dans un truc très, très concret, quoi. C'est vrai ce que tu dis. Merci. Très bien, merci. Mais quand on vous entend parler, on se dit, elle gagne moins bien sa vie, mais elle semble vivre mieux. Ah oui, tellement plus heureuse. Ah oui, toi aussi, je sais que... Enfin, de toute façon, en fait, on n'aurait pas pu... Je crois que toi comme moi, on n'aurait pas pu faire d'autres choix. Vraiment. Ça s'impose, c'est tout. C'est comme ça, après, il faut y aller. C'est un sacerdoce. Et une vocation. Et une vocation, exactement. Ouais. Vous avez accepté le coup de ce qui n'a pas pris. Comment ? Vous avez accepté le coup de ce qui n'a pas Oui, pris. exactement. C'est pour ça qu'en vous disiez privilège, j'étais pas content parce que moi je comprends des combats derrière. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Bah oui, enfin, c'est un risque calculé, mais c'est un sacré risque aussi, hein, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord avec toi quand tu dis combat, mais néanmoins, on est armé pour. Oui, mais votre luxe, c'est le résultat d'un combat. Oui, c'est Oui, vrai. Oui, mais on c'est nous vrai. a fourni quelques armes. Tout ce qu'on dit, voilà, le rapport au temps qui fait qu'on ne peut pas faire autrement que se précipiter, que ceci, que cela, mais si on regarde bien, je veux dire, qu'est-ce qui nous dit? Rien si ce n'est l'amour de ce qu'on fait, vraiment. Mais Si on se pose vraiment la question du pourquoi, on n'est pas obligé de répondre parce que j'ai pas le choix. non, c'est vrai. Très peu de situations, finalement, réellement, si on les regarde de près, où on se dit qu'on est acculé à subir ça. Donc si on accepte de le subir, c'est que quelque part, il y a un choix qui a été fait. Oui, c'est vrai aussi. Ou un bénéfice retiré, en tout cas. Enfin, voilà. Bien sûr, de toute façon, tout est affaire de choix. Hein. Mais... Si j'ai fait aussi une forme de reconversion, c'est bien. Mais dans l'art, pas dans l'artisanat d'art. C'était un privilège, oui, dans la mesure où, comme vous le disiez tout à l'heure, je me suis appuyée sur Robert, qui avait une profession. Et qui a accepté de gagner sa vie pour le couple. Mais je me suis donné ce temps dont vous parliez. Non, c'est pas rien. Et ça s'est imposé aussi à moi, comme une nécessité de faire mon chemin à travers ce travail-là. Moi, je sais, en tout cas, et j'imagine que pour vous, c'est la même chose, on sort de tout ça beaucoup plus riche d'avoir pris alors pas en valeur forcément, mais en tout cas de s'être offert cette chance-là, cette nouvelle chance, ou cette... moi, j'ai adoré réapprendre des choses, me challenger sur des nouvelles choses, enfin, c'est d'une richesse incroyable, quoi, d'avoir cette possibilité-là, c'est quand même fou.
C'est ça le vrai privilège pour moi, c'est de s'être donné le temps et la liberté de faire ce choix. D'avoir pu le faire. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment ça, je crois, qu'il faut vraiment avoir, c'est ce dont il faut avoir conscience, d'avoir eu le privilège de pouvoir faire ce choix. Pour moi, c'est indispensable. Sinon, on ne prend pas conscience de pourquoi la plupart des gens ne le font pas. Pourquoi les gens acculés se laissent acculer et subir une certaine vie. Voilà. Ils n'osent pas, parce qu'il y a ils peuvent pas aussi. Il y a quand même cette notion de se lancer dans quelque chose qui est inconnu pour nous. Ah oui, il y a une forme d'inconscience. Hein. Enfin, une forme d'inconscience. Pour moi, il y avait quelque chose quand même, il y avait de l'inconnu. Oui, c'est intimidant. Mais c'est pour ça aussi, pour répondre à votre question, c'est que moi je trouve que c'est bien de se donner une période aussi. Moi je m'étais donné ces 3 ans-là et je m'étais dit que si au bout de 3 ans par contre j'y arrivais pas, il allait falloir trouver une autre solution parce que l'idée n'est pas de souffrir non plus. Voilà, 3 ans, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien, mais en tout cas de se donner une temporalité, je trouvais ça réaliste en fait. Voilà. Mais alors moi tout ce que je vous entends dire, moi je suis côté artiste, je me dis que pour que tout ça soit évité, pourquoi, alors on est très loin effectivement de quelque chose de réaliste, mais c'est au niveau scolaire, au niveau de l'enseignement, il y aurait une activité qui serait en lien avec la matière, avec les arts, avec les jeunes découvrent ce contact mais très très tôt. À ce moment-là, pour certains, ça deviendrait un potentiel qui, comme vous, ça vous a été révélé à tel âge, eux le découvriraient au fond très jeune. Et peut-être que ça, à ce moment-là, ça partirait dans l'éducation. Mais il y a beaucoup d'actions éducatives, d'actions culturelles dans l'enseignement, mais qui n'a jamais eu vraiment les moyens d'avoir de la continuité et surtout de s'intégrer dans les programmes. Parce que l'action culturelle a été très importante, on en a pratiqué beaucoup. À partir d'un musée, à partir d'un centre culturel, il y a beaucoup d'actions culturelles. Mais seulement, ça reste très ponctuel. Et au niveau du hobby. Il faut que ce soit dans le programme, parce que ça veut dire que ça a la même valeur absolument. que tous les autres enseignants. Absolument, c'est ça, c'est le problème. Pas dans les programmes aujourd'hui en tout cas. C'est dommage, tout à fait. Non, mais ça serait au même niveau dans le programme aussi bien que les mathématiques, la littérature, etc. Il y a aussi des bacs professionnels qui ne sont peut-être pas dans le métier d'art. Enfin, je dirais, là, finalement, l'idée de la reconversion et de la construction de soi-même, c'est quelque chose de sa singularité, mais quand même, surtout en France, il y a des grandes écoles comme l'école Boulle, c'est quand même on apprend en artisanat d'art. Ça n'a pas été valorisé par l'éducation nationale pendant des dizaines d'années. Moi, je trouve que l'exemple qui est un peu flagrant dans tout ça, alors qui est un artisanat du coup d'art, ça dépend, mais c'est la gastronomie. La gastronomie qui a été vraiment revalorisée ces dernières années grâce au pouvoir de la télévision, d'émissions comme Top Chef, des choses comme ça. Alors, il y a des équivalents aussi un peu, non mais en Angleterre, pour qui le craft est quelque chose de très différent, notamment sur la céramique, etc. Mais où on vous apprend qu'effectivement, l'artisanat n'est pas une voie de garage, c'est une voie noble et qui peut épanouir surtout. Et effectivement, moi je sais qu'on m'aurait poussé à ce moment, enfin plus tôt, j'aurais sans doute fait ça parce que c'est ça qui m'animait. Mais bon, bah voilà, c'était pas glorieux, enfin c'était pas aussi glorieux que d'aller faire une hypocagne ou de voilà, donc voilà. Mais je suis complètement d'accord avec vous, c'est pas des métiers vers lesquels enfin de plus en plus quand même, parce qu'il y a aussi eu des tas de métiers d'artisanat, alors pas d'artisanat d'art, mais dans lesquels on commençait à manquer de gens. Mais... En fait, c'est très difficile d'être synthétique sur le sujet, en tout cas au niveau de l'éducation nationale. Parce que si on parle par exemple des écoles parisiennes, bon, déjà elles sont très en difficulté, elles font des appels aux dons quand même, hein, on en est là sur les quatre écoles d'art appliqué, donc qui enseignent à la fois le design et les métiers d'art sur Paris. Donc elles manquent considérablement de moyens. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est alors pour les formations post-bac, elles sont
depuis 4 ans. Elles ont fusionné, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des formations design et métiers d'art, puisque c'est dans, malgré tout le renouveau des métiers d'art, ça suit toute la logique des 50 dernières années, de dire que celui qui pense est plus valorisable que celui qui fait. Et donc, on a fusionné le design et les métiers d'art, et donc, évidemment, place est davantage faite aux cours où on pense qu'aux cours où on fait, et donc on s'est retrouvé avec des écoles d'art qui ont divisé de moitié le nombre d'heures d'ateliers. Donc est-ce qu'on peut toujours dire que les métiers d'art sont autant valorisés, même dans des écoles d'art appliqué et de métiers d'art, alors qu'on divise de moitié les heures d'atelier? Et la dernière chose que je constate aussi, c'est malgré tout un manque d'ouverture énorme dans ces écoles, parce que aller chercher, aller voir les journées portes ouvertes de Dupéret, de Boulle et compagnie, et trouvez-moi des personnes issues de la diversité, comme on dit, bah vous n'en trouverez pas. Parce que ce sont des jeunes qui sont poussés vers ces métiers-là, parce que de familles qui connaissent et reconnaissent la valeur des métiers d'art, mais voilà, il n'y a pas d'insertion possible sur des jeunes qui n'ont pas les moyens de s'investir pleinement dans ces études, qui sont coûteuses, pas facilement reconnues auprès de tout le monde. Donc en fait, il y a quand même cette question du renouveau, de l'éclairage qu'on a sur ces métiers, il est il est encore assez fermé. Et donc effectivement, pour rebondir sur ce que vous disiez, évidemment, je milite à mon petit niveau, parce que évidemment que ça serait bénéfique, mais à plein d'égards, même d'un point de vue comment dire, neuropsychique, je dirais, pour l'épanouissement des enfants, de les accompagner davantage vers des activités manuelles. Mais là aujourd'hui, ça reste effectivement très ponctuel, et donc très ponctuel veut dire certaines catégories de personnes, certaines localisations géographiques, etc. Enfin voilà, c'est pas suffisamment. Très bien. Eh bien, c'est sur cet espoir maintes fois renouvelé dans la vie politique française qu'on va rester. Il y a eu un grand mouvement voulu par Jacques Chirac, mais c'est retombé comme le reste. Et puis il y en a eu d'autres sur le terrain. Voilà. Donc merci en tout cas, merci vraiment à vous. Merci de votre invitation.